Salut les mecs. Alors aujourd'hui c'est le grand retour de Death Note sur cette chaîne. Et oui, il ne m'a effectivement pas échappé que ma première vidéo sur les incohérences de Death Note, rappelez-vous, est de loin, très loin même, ma vidéo la plus populaire, donc forcément nous voilà repartis pour une partie 2, avec de nouvelles incohérences. Et si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite évidemment à aller la regarder sans plus tarder. Et oui, bien que Death Note soit un manga culte et très divertissant, il contient tout de même, et il faut le dire, assez d'incohérences pour en faire une deuxième vidéo, avec nos personnages soi-disant géniaux, qui n'en ont décidément pas fini d'enchaîner les décisions stupides et autres bourdes. Cela dit, je vais le répéter, comme pour ma première vidéo, eh bien, je reste un fan inconditionnel du manga Death Note, malgré ses inconsistances, car les personnages sont bien écrits, divertissants, et que le manga tacle des thèmes moraux intéressants. Et que, il faut le dire aussi, le rythme d'enfer de l'animé, justement, il est d'enfer et il est super. Voilà, on ne s'ennuie pas en regardant l'animé, ni en lisant le manga. Donc voilà, ne pensez pas que je fais ces vidéos pour vomir ma haine sur le manga Death Note, parce que non, j'en suis fan. Comme vous, et comme bien d'autres. Nous allons donc passer en revue les incohérences que je n'avais pas eu le temps de couvrir lors de ma première vidéo, et ce, de façon chronologique. Allez, sans plus tarder, c'est parti pour ce top numéro 2 des incohérences et des moments stupides dans Death Note. Alors, notre première incohérence se trouve au tout début de l'animé, quand Light ramasse le Death Note, que Ryuk a laissé tomber, vous connaissez les bails. Ce qui lui permet de voir le Shinigami, Ryuk, contrairement à tout le reste du monde. Light est donc le seul à pouvoir voir Ryuk, ce qui permet au Shinigami de suivre le jeune lycéen japonais partout sans que ça ne pose problème. Alors, quel est le souci avec ça, vous me demanderez ? Le truc c'est que plus tard, lorsque Misa fait sa grande entrée dans le manga et s'invite aussitôt chez Light, eh bien on découvre que notre cher protagoniste Light Yagami ne peut pas voir Rem, c'est-à-dire le Shinigami de Misa, puisqu'il n'est pas en possession de son Death Note, donc du Death Note de Rem, donc il peut pas l'avoir, voilà, et qu'il a donc besoin de toucher le Death Note de Misa afin de voir Rem. Et on arrive justement au problème. Et quel problème ? Car on apprendra plus tard que le Death Note que Ryuk a laissé tomber au tout début du manga, donc dans le monde des humains, n'est pas le sien, en fait, mais bien celui d'un autre Shinigami que l'on verra dans la deuxième partie du manga, j'ai nommé Sido. Donc Sido, Shinigami de son état, nous apprend que Ryuk a volé son Death Note, et ce sera prouvé plus tard, puisque les gangsters menés par Melo, donc dans la deuxième partie du manga, comme vous le savez, qui ont touché le Death Note, pourront en effet voir le Shinigami Sido. Alors, pour ceux du fond qui n'ont toujours pas compris où je voulais en venir, voici une petite question, extrêmement simple, et quoique un peu compliquée dans la situation. Comment Light a-t-il pu voir Ryuk si le Death Note qu'il a ramassé au tout début du manga n'était pas celui de Ryuk, mais celui de Sido ? Alors voilà, effectivement, je pense que je vais vous laisser avec cette petite question, et on verra dans les commentaires, une fois que je posterai la vidéo, si l'un d'entre vous a trouvé la réponse. Pour l'instant, moi je vous le dis, je vous spoil, j'ai trouvé aucune réponse. Bon, à l'incohérence suivante, et il faut le dire, l'intrigue du manga commence réellement au moment où Light apprend que la police locale et internationale sont à ses trousses. Aux trousses de Kira donc, dont son propre père, Yagami Suichiro, qu'il respecte, en tout cas en tant que père. Il y a d'ailleurs beaucoup d'officiers qui sont concrètement pro-Kira, même s'ils ne l'affichent pas totalement et concrètement, puisqu'ils constatent eux-mêmes que le taux de criminalité au Japon a vraiment chuté, après l'apparition de Kira, et même pas forcément qu'au Japon, mais le taux de criminalité mondial en fait. Et si je devais vous donner un exemple de policiers qui effectivement sont pro-Kira, eh bien il y a Matsuda, c'est un peu ironique, on le verra un peu plus tard. Le problème c'est que ces policiers pro-Kira, ne restent pas pro-Kira longtemps. Parce que, bien rapidement, Light commence à tuer des officiers de police. Une fois qu'il a tué Lint L. Taylor, Light commence à nettoyer, tout simplement, les forces de l'ordre, dans le but de les intimider afin qu'ils n'aident pas elle, qu'ils soient du FBI ou même d'Interpol. On peut effectivement, renvoyer à l'affaire avec Ray Painbar et tous les mecs du FBI qui sont arrivés au Japon et qui se sont fait balayer au bout d'une semaine par Light. Donc voilà, tout le monde crève, pas de jaloux. Résultat, le propre père de Light, Yagami Suichiro, continue de mener l'enquête parce que, ils craignent tous pour leur vie, et elle en fait une affaire personnelle, après que Light ait tué Naomi Misora. La plus grande ironie, c'est que c'est Matsuda qui finira par incapaciter Light à la toute fin du manga en lui tirant dessus, et le précipite vers sa mort, alors que Matsuda était pourtant pro-Kira au tout début du manga. Maintenant, si Light avait plutôt cherché à rallier les forces de l'ordre, qui étaient pro-Kira au début pour la plupart, parce que effectivement les stats étaient du côté de Kira, les stats étaient du côté de Light, la plupart des policiers, en tout cas certaines parties des policiers, étaient pro-Kira, vu que forcément il y avait beaucoup moins de criminalité. Le problème c'est que Light, on avait strictement rien à foutre de la police, et il a commencé à casser du flic, en mode les couilles, et malheureusement, voilà, il s'est vite retrouvé seul contre tous. Voilà. Et l'intrigue aurait peut-être pris un tournant totalement différent si Light avait utilisé son cerveau. Voilà.
Ok, incohérence suivante, donc l'enquête avance, elle arrive à réduire le nombre de suspects à une douzaine d'individus, mais il soupçonne très fortement Light, bien qu'il n'ait pas de preuves, en tout cas pas de preuves concrètes. Elle décide alors d'essayer de gagner la confiance de Light, se rapproche de lui, devient son pote. Donc le plan de elle consiste grosso modo à garder Light proche de lui, donc dans sa ligne de mire, dans l'espoir qu'il fasse une erreur. Mais en fait, si on y réfléchit 2 secondes, la marche à suivre pour elle aurait été juste d'enfermer Light directement, comme il l'a fait avant l'arc Yotsuba, afin de prouver que les meurtres s'arrêtent lorsque Light est enfermé. Alors ok, c'est pas forcément très Coubertin, bon, la convention de Genève, voilà, un peu dans les chaussettes, on est d'accord, mais le foutre dans une belle petite chambre capitonnée pour le surveiller, ça va quoi. Surtout que l'Anti-Kira Task Force, donc la brigade Anti-Kira, n'a eu aucun problème à installer des dizaines de caméras dans les maisons des gens innocents, donc bon voilà, en termes de moralité, elle et ses potes, c'est pas forcément un truc de ouf non plus, donc voilà. Alors oui, Light avait préparé en avance une liste de criminels pour qu'ils puissent continuer à mourir même s'il avait été arrêté, mais ça aurait été facile pour elle de constater qu'aucun des criminels dont le nom a été présenté aux médias récemment n'est mort. Non seulement ça, mais en plus il aurait suffi qu'il le garde suffisamment longtemps enfermé pour arriver au bout de la liste de Light. Et là, bim, c'est plié. Dommage que elle choisisse plutôt de devenir le pote de Light, ce qui donne l'occasion au deuxième Kira de sortir de nulle part. Et ça devient donc impossible d'enfermer Light, puisque le deuxième Kira n'a qu'à continuer les meurtres à sa place. À partir du moment où il y a le deuxième Kira, c'est foutu. C'est ça le problème en fait. Tu peux enfermer Light, il y aura toujours des morts, par crise cardiaque. Voilà, tué par Misa. Donc bon. Maintenant, pour ceux qui doutent du fait que l'Anti-Kira Task Force soit assez, entre guillemets, salopard pour enfermer un innocent, entre guillemets, sans aucune preuve, bon, il y a quand même le délire avec Misa tout de même. Lorsque elle décide de l'enfermer indéfiniment, bon voilà quoi. Encore une fois, en termes de convention de Genève, on aura vu mieux. Et pour ceux qui diraient que à l'époque, elle n'était pas tout à fait sûre, en tout cas loin d'être sûre que Light soit Kira, et c'est pour ça qu'il aurait décidé de ne pas l'enfermer et plutôt de le surveiller, eh bien Tsugumi Oba, donc l'auteur de Death Note, a affirmé lors d'une interview que à partir du moment où elle dit qu'il a 5% ou 10% ou même 0,1% de doute par rapport à la culpabilité de quelqu'un, eh bien ça veut tout simplement dire qu'elle est à 100% certain que cette personne est en fait le coupable. C'est du bluff total. Lorsqu'il te dit oui, alors je suis à 2% de chance sûr que tu es Kira, en fait non. À partir du moment où il commence à sortir des pourcentages, ça veut dire qu'il est à 100% certain que c'est pas le coupable, tout simplement. Donc à partir de ce moment-là, il aurait été normal pour elle de juste prendre ce pauvre Light par la peau du cou et de le balancer au fond d'une cellule à Guantanamo. Et pendant qu'on y est, parlons-en de l'apparition de ce deuxième Kira, donc notre petite Misa Misa. Alors, quand cette dernière diffuse son message à la TV, donc à Sakura TV, pour attirer l'attention du vrai Kira, elle suggère à Light de se faire passer pour le Kira originel afin de répondre au deuxième Kira. Et bien évidemment, Light le fait, et c'est justement là où se trouve le problème. Techniquement, Light se grille à ce moment-là, parce que si notre protagoniste n'avait effectivement pas été le vrai Kira, eh bien, le vrai Kira aurait répondu dans un troisième message, éventuellement pour prévenir, bon, le deuxième Kira, que le message télévisé de Light était un leurre. Le vrai Kira aurait aussi probablement menacé la police de ne plus jamais se faire passer pour lui, et de parler à sa place via la télévision, je sais pas. Tout simplement, le fait qu'aucun message du supposé vrai Kira ne succède à celui de Light, qui est censé être effectivement le faux Kira, c'est une preuve en soi que Light est bel et bien le vrai Kira. Et étant donné que elle est censée être un génie, ça n'aurait pas dû lui passer sous le nez, tout simplement. Ensuite, on passe à une mini-incohérence, voilà, toujours avec Misa. Après avoir renoncé au Death Note et l'avoir donné à Misa, vous vous rappelez, durant l'arc Yotsuba pour le méga plan de ouf, Light aurait dû demander à Misa de lui dire combien de temps il lui restait à vivre avec ses yeux de Shinigami. Et en ayant cette information en sa possession, Light aurait pu choisir d'obtenir lui-même les yeux Shinigami ou repousser la réunion à laquelle il devait assister par la suite. Alors là, on arrive à ce qui est probablement l'un des moments les plus stupides de toute l'intrigue de Death Note, à la fin de l'arc Yotsuba. Encore une fois, vu qu'on est en train de parler de cet arc. La police a donc capturé Iguchi, donc sur autoroute, et ni Misa ni Light n'ont le souvenir d'être Kira. Donc ils ne sont techniquement pas une menace pour qui que ce soit. Ensuite, Suichiro et Mogi voient Rem après avoir touché le Death Note, et ils pètent un plomb. Vu qu'effectivement, là, pour la première fois de leur vie, ils ont en face d'eux une espèce de, Shinigami, un démon de la mort. Elle demande alors à Mogi de lui ramener le Death Note dans l'hélicoptère, avec Light assis à côté de lui, rappelez-vous. Donc à ce stade, bon, juste pour que tout le monde puisse comprendre là où je veux en venir, elle soupçonne fortement Light d'être Kira, et comprend même plus ou moins sa stratégie de perte de mémoire. Bon, c'est pas tout à fait clair, mais on a l'impression quand même
que elle commence à effectivement rapprocher les fils. Bon, ce qui veut dire que ce n'est vraiment pas dans leur intérêt, et dans l'intérêt de elle tout particulièrement, que Light mette la main sur un Death Note. Pourtant, c'est exactement ce qui va se passer, pendant que elle est distrait par Rem. Alors que Light regagne ses souvenirs, elle lui demande juste si ça va, puis le laisse regarder les noms dans Death Note, ce qui est un peu con. Et la seule chose que elle fait, eh bien, c'est de le regarder en mode attention, je te surveille. Et en gros, il fait rien. Je sais pas, déjà, elle aurait dû faire extrêmement gaffe et éviter que Light touche le Death Note, mais en plus, il reste les bras ballants, alors que Light agit super bizarrement après avoir chopé le Death Note. Au minimum, elle aurait dû le lui arracher des mains, et faire en sorte que le Death Note et Light ne rentrent plus au contact après ça. Et le pire, c'est que ça aurait suffi, parce que tant que Higuchi reste vivant, si Light perd le contact avec le Death Note, il perd aussitôt avec tous ses souvenirs. Donc voilà, juste lui arracher le Death Note des mains, ça aurait suffi. Et le problème, c'est que elle ne fait rien. Il laisse Light tuer Higuchi en mode bah les couilles, et la suite vous la connaissez. Mais ne vous inquiétez pas parce que c'est pas le pire. Le pire c'est que peu de temps après que Light ait pu toucher le Death Note, Higuchi meurt soudainement, comme je viens de le dire, d'une crise cardiaque. Donc je vais vous poser la question, qui ne trouverait pas ça suspicieux à mort ? Bah elle et la brigade anti-Kira apparemment, hein, parce que ils ont l'air de s'en battre les couilles. Et au lieu de connecter les fils, surtout qu'ils soupçonnaient déjà Light d'avoir tout orchestré en ayant perdu la mémoire, et de l'emmener de nouveau en détention par exemple, eh bien elle le laisse partir totalement libre. Kira est juste entièrement libre de foutre le sbeul dans le monde pendant encore 4 ans après ça, et cette stupidité soudaine aura coûté la vie à elle et à Watari. Donc on va finir la partie avec elle, avec une incohérence juste après sa mort. Je parle bien sûr du fait qu'il n'y ait aucun dossier de l'affaire, pas incarné, ni rien du tout. Voilà, c'est pas logique, parce qu'effectivement, au moment où elle meurt, Watari, il me semble, décide de supprimer tous les dossiers, toutes les informations sur l'affaire Kira. Désolé, mais c'est pas logique. On parle quand même du plus grand détective du monde, hein. Bon, un génie capable de résoudre de nombreuses affaires compliquées et qui a accès à de la technologie super avancée. Le mec a une salle de contrôle avec des dizaines de moniteurs, un serveur capable de stocker des terras de données, un building entier construit juste pour l'enquête, bon voilà quoi. Et même un timer pour alerter s'il lui arrive un truc. Il a même réussi à conserver son identité secrète jusqu'au bout. C'est juste pas possible que elle ait pas laissé des notes de côté ou même un disque dur externe planqué sur l'affaire. Elle savait en plus qu'il risquait de crever, du coup, valait mieux garder toutes ces infos dans un seul endroit et les emmener dans la tombe, hein, n'est-ce pas ? Surtout pas les partager à Nier ou à Melo. Ça n'a juste pas de sens, enfin bref. Bref, vous me direz oui, mais à l'époque, Nier et Melo étaient trop jeunes, mais on ne sait jamais. Bon, ça aurait été pas mal quand même, ne serait-ce que pour n'importe qui à Wami's House, n'importe quel potentiel héritier de elle, d'avoir quand même un petit dossier sur l'affaire Kira, afin qu'il puisse directement, à la mort de elle, et continuer là où elle s'était arrêtée. Mais non, il n'y a plus rien du tout a été détruit, tant pis je meurs quoi. C'est un peu triste. Bon, passons à un point qui n'est pas tant une incohérence dans l'intrigue, mais plutôt une erreur, ou une méconnaissance du sujet, peut-être. Hein. Bon, c'est très simple, pendant l'arrestation d'Higuchi, donc sur l'autoroute, les experts médico-légaux font très mal leur boulot, puisqu'ils corrompent la preuve aka le Death Note, en la touchant de leurs petits doigts sales et boudinés. Parce qu'il faut le dire, sur ce Death Note, il y a les empreintes de Light, donc sur tout le carnet, rien que ça aurait suffi pour prouver sa culpabilité, mais finalement c'est pas fait. Alors, toute cette parlotte, et on n'a toujours pas parlé ni de Melo ni de Nier dans cette vidéo, alors allons-y, hein, bon, puisqu'on est là, et commençons par Melo, et la façon dont il s'inquiète tout d'un coup pour la pudeur de Kiyomi Takada, au moment où, rappelez-vous, il décide de la kidnapper, ce qui ne colle pas au personnage qu'on nous montre tout le long de l'intrigue. En effet, Melo est présenté comme quelqu'un qui s'en fout totalement des règles et des limites des gens, au point qu'il n'a aucun souci à tuer quiconque pour obtenir ce qu'il veut. Il est aussi sans pitié que Kira, particulièrement contre tous ceux qui sont impliqués dans l'affaire. Il faut aussi rappeler que Melo connaît l'existence du deal avec les autres Shinigami, et connaît aussi les règles du Death Note, puisqu'il a lui-même questionné le Shinigami Sido à ce propos. Donc, notre rouquin préféré, c'est techniquement qu'un petit bout de papier suffirait à Takada pour lui mettre une carotte. Du coup, que Melo laisse Takada voir son visage et en plus de ne même pas la fouiller correctement après lui avoir dit de déshabiller à l'arrière d'un camion, juste parce qu'il en a quelque chose à faire de sa pudeur tout d'un coup, enfin bref, ça ne colle juste pas à son personnage. Il fait des plans de fou, il est super consciencieux, et tout d'un coup quoi, il a des scrupules devant une femme tout d'un coup, alors que sa vie est en jeu ? Ouais, je sais pas. J'achète pas. Coup dur pour Melo, mais heureusement pour lui, son pote Nier n'est pas en reste non plus. Surtout niveau conneries. Déjà, petite mention pour le moment où notre ami Nier s'échappe du quartier général du SPK en plein état de siège, donc vous vous rappelez avec assiégé par des Megawa et les pros Kira.
Donc comme par hasard, le mec transporte des millions de dollars sur lui, au cas où, hein, vous comprenez, bref, tout ça c'est du n'importe quoi. Bon bref, ça c'était juste histoire de dire. Le vrai problème avec Nier, c'est qu'il est considéré comme ce génie tellement intelligent, que c'est uniquement grâce à lui que Kira a été vaincu, beaucoup considèrent même que Melo n'a pas servi à grand chose. Eh bien, j'ose dire le contraire, le plan de Nier était totalement foirax. Pour rappel, son plan était de remplacer la page unique du Death Note qu'il a trouvé dans le casier du club de gym de Mikami, donc Teru Mikami, le troisième Kira il me semble, bref. Et donc maintenant, on va essayer de tous réfléchir ensemble, au moins ne serait-ce que 2 secondes, aux probabilités du succès de ce plan. Donc voilà, je vous laisse 2 secondes, 1, 2, allez, 0%. Voilà pourquoi, parce que Nier n'avait aucun moyen de savoir que le vrai Death Note était en fait conservé dans le casier de banque de Mikami, et que celui conservé dans son club de gym était un faux. Nier avait donc 100% de chance de crever en rencontrant Kira dans l'entrepôt désaffecté, et même le fait que Melo kidnappe Takada pour forcer Kira à utiliser son vrai Death Note était foireux, puisque Light avait en fait un morceau de papier dans sa montre, vous le connaissez, il l'a utilisé pour liquider Takada. Donc, ça veut dire tout simplement que le plan de Nier et le plan de Melo étaient en fait foireux depuis le début et n'allaient jamais marcher de la vie. La seule raison qui explique pourquoi Nier a gagné contre Kira, c'est que Mikami a merdé et a ramené le vrai Death Note pour tuer Takada. C'est tout. C'est ni grâce à Nier, ni grâce à Melo. Light s'est fait choper à cause d'une erreur de ses propres cons. Comme quoi, faut jamais faire confiance aux autres. Mikami, le boulet, a encore frappé. Et de toutes les manières, comme j'en avais parlé lors de ma première vidéo, étant donné que Light savait plus de 3 jours à l'avance où le rendez-vous avec le SPK allait se passer, il aurait facilement pu truffer l'entrepôt de caméras afin que Mikami puisse regarder à travers et descendre tout le monde avec ses Shinigami exactement comme Misa a tué Okita devant le building du Sakura TV, planter des mines antipersonnelles un peu partout, engager des mercenaires tchétchènes pour pacifier tout ce Delbord à coups de fusil à pompe, demander au président des States, qui s'est récemment soumis à Kira, je le rappelle à ce moment du manga, d'envoyer un missile Trident 2 sur l'entrepôt. Bref, je vous la fais courte. Si Nier a gagné, c'est juste parce que le mangaka en a décidé ainsi. Logiquement parlant, rien ne justifie cette victoire, voilà c'est dit. Light aurait dû être le grand gagnant du manga Death Note. Et c'est sur cette incohérence finale qu'on va se quitter. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, je pense qu'elle vous a plu parce que la première vidéo effectivement, c'est pas qu'elle a fait de buzz, mais en tout cas bon, 80 000 vues c'est sympathique, hein. Bon voilà. En espérant que cette deuxième vous fasse également au moins autant plaisir. Le problème c'est que bon, je vais pas pouvoir encore faire beaucoup d'incohérences des autres parce que bon voilà, le manga est pas extensible à l'infini, hein. Là j'ai quasiment voilà, là j'ai gratté les fonds de tiroir, là il y a plus rien à dire, en tout cas j'en ai pas l'impression. Donc je sais pas, dans les commentaires dites-moi s'il y a d'autres mangas que vous voudriez que j'analyse pour les incohérences, ce genre de choses, voilà. N'hésitez pas, en tout cas likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous pour encourager la chaîne, prenez soin de vous et à la prochaine.